voir à la manœuvre le monsieur qui est sur votre gauche et qui est à ma droite, tout au fond, avec une cravate rouge. C'est le professeur Jean-Michel Bartoli de l'hôpital de la Timone à Marseille. On va le voir à la manœuvre dans un reportage qui a été tourné à Paris, à l'hôpital Lariboisière, dans le service du professeur Philippe Soyer et, il faut le noter, avec la collaboration, vous allez le voir, d'Olivier Ledreff. C'est parti tout de suite pour le premier reportage. Dans ce service spécialisé, chaque année, on accueille environ une cinquantaine de cas d'hémorragie de la délivrance. Sur ces images de radiologie, on voit l'utérus qui, après l'accouchement, ne s'est pas arrêté de saigner. On voit que la patiente fait une hémorragie de délivrance parce que son artère utérine continue, alors que normalement elle aurait dû diminuer nettement de volume et de taille, elle continue à être extrêmement développée. Donc l'artère utérine et un utérus qui est atone et très volumineux. Pour arrêter l'hémorragie, le radiologue peut pratiquer une embolisation. Emboliser, c'est occlure un vaisseau par voie radiologique, c'est-à-dire passer par l'intérieur des vaisseaux, cheminer jusqu'au vaisseau cible et l'occlure par tout un tas de moyens. Pour une hémorragie de la délivrance, c'est la même technique que celle qui va être utilisée ici sur les tumeurs présentes dans l'utérus de la patiente. Tout d'abord, le radiologue prépare des fragments de gélatine, cette espèce de mousse blanche qui servira à boucher les vaisseaux. Il introduit ensuite un cathéter, ce petit tuyau, dans une artère au niveau de l'aine. On voit ici son trajet jusqu'à l'utérus. Enfin, le radiologue injecte les fragments de gélatine. J'injecte le fragment de gélatine dans le vaisseau et il va ressortir à l'autre bout. Il se gonfle en se mélangeant avec le sang, donc il produit une obstruction mécanique de l'artère utérine. Cette technique réussit dans la grande majorité des cas. Regardons ces radios. On voit ici une hémorragie utérine. Puis, au moment de l'embolisation, les fragments de gélatine sont injectés dans l'artère. 10 minutes plus tard, l'hémorragie est stoppée. On voit sur cette radio que le flux sanguin est beaucoup moins important qu'auparavant. Quelques jours après l'intervention, les fragments se résorbent naturellement. L'utérus ne garde aucune séquelle de l'embolisation. Par rapport à d'autres techniques de prise en charge des hémorragies de la délivrance, l'embolisation a comme caractéristique de laisser les artères utérines parfaitement perméables. Les autres techniques, comme par exemple les techniques chirurgicales, ont une efficacité qui est prouvée. Par contre, elles entraînent une diminution de la fertilité et un nombre de fausses couches qui sera plus important. Certes, l'embolisation préserve l'utérus, mais cette technique ne s'adresse pas à toutes les femmes. En effet, une patiente qui souffre d'hémorragie de la délivrance n'est parfois pas en état d'être transportée dans un centre de radiologie. Seule la chirurgie peut alors lui sauver la vie. Voilà donc pour ce premier reportage. Il faut absolument remercier le professeur Philippe Soyer et toute son équipe. Merci également à Olivier Ledreff. Ils ont permis la réalisation de ce reportage à l'hôpital de Lariboisière. Alors, nous allons parler de cette fin des hémorragies, la manière de stopper les hémorragies avec la radiologie interventionnelle, avec le professeur Jean-Michel Bartoli de l'hôpital de la Timone à Marseille. Allez-y, venez me rejoindre. Bonjour professeur. Allez-y, mettez-vous à ma gauche. Voilà, la musique, vous l'avez un petit peu précédée, mais c'est pas dramatique. L'essentiel, c'est le discours. Je sens que vous avez fait venir de la famille, non, parce qu'on entend rire. Bien. D'abord, une précision, ce reportage n'a pas été tourné n'importe où, il a été tourné à l'hôpital Lariboisière, qui est en fait le site qui a initié toutes ces techniques. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur cet aspect historique de l'affaire ? Oui, je crois qu'il est toujours intéressant de se retourner vers l'histoire et de cette année en particulier où nous fêtons le centenaire de la Société française de radiologie et de se souvenir que la première embolisation des artères utérines, effectivement, dans le monde, a été réalisée à l'hôpital Lariboisière. Et que ensuite elle a diffusé en France bien sûr et ensuite à l'échelon mondial. Donc on a la chance en France d'avoir depuis de nombreuses années de nombreux pionniers qui ont initié des traitements qui se sont ensuite développés partout dans le monde et je crois que c'est un point important sur lequel il ne faut pas oublier de revenir. D'accord. Alors la technique qu'on vient de voir, est-ce qu'on peut l'appliquer quelle que soit la taille de l'hémorragie ou pas ? Alors vous avez bien compris bien sûr que dans les hémorragies de la délivrance, donc ces hémorragies qui surviennent dans les 24 heures qui entourent la période de l'accouchement, l'hémorragie est un phénomène qui est relativement fréquent, mais qui est d'une importance extrêmement variable. On va considérer, en collaboration avec nos amis gynécologues obstétriciens et avec nos amis réanimateurs, qu'à partir du moment où les hémorragies sont supérieures à 500 ml, c'est-à-dire un demi-litre de sang,
elle nécessite une prise en charge spécifique qui n'est pas simplement la prise en charge classique médicale, mais qui nécessite un transfert dans un centre de référence dans lequel on pourra avoir recours soit à une chirurgie en extrême urgence, soit à des actes de radiologie interventionnelle, comme l'occlusion des vaisseaux par voie endovasculaire, c'est-à-dire l'embolisation. Donc on a bien compris que la taille de l'hémorragie n'est pas anodine, elle est importante. Vous dites que vous stoppez, et on le voit, les hémorragies. Moi j'ai envie de vous demander, toutes les hémorragies, est-ce que tous les organes sont concernés par la technique qu'on vient de voir? Alors l'embolisation, donc l'occlusion d'un vaisseau, est une technique qui s'est, on l'a vu, nettement développée, extrêmement développée sur les 20 dernières années. L'immense avantage du radiologue, c'est que bien sûr il est capable de connaître, grâce à des méthodes d'imagerie diagnostique, le scanner, l'IRM de temps en temps, l'échographie bien sûr, l'artériographie, de connaître le vaisseau qui saigne. À partir de là, il y est évidemment, en collaboration toujours avec une prise en charge avec plusieurs équipes, évidemment nos amis réanimateurs et anesthésistes, il est capable d'aller choisir le vaisseau pathologique et donc de l'occlure pour tarir cette hémorragie. Cette technique est particulièrement développée dans la prise en charge des polytraumatisés, en collaboration avec nos amis urgentistes et réanimateurs avec les SAMU. Donc pour les polytraumatisés, je crois que c'est un point qui a complètement modifié la prise en charge de ces patients et qui a nettement amélioré leur pronostic. Et puis il y a d'autres territoires bien sûr, comme en collaboration avec nos amis ORL, les saignements du nez, ce qu'on appelle les épistaxis, avec les pneumologues, les hémoptysies. Enfin, tous les domaines de la pathologie clinique peuvent être intéressés par des procédures d'embolisation. Il faut évidemment chaque fois que ce soit une collaboration qui soit multidisciplinaire. Alors là, on a vu le cas, encore une fois, de l'hémorragie de la délivrance. Ça concerne combien de femmes en France, ou combien de femmes dans le monde, l'hémorragie de la délivrance? C'est quelque chose de répandu? C'est quoi le nombre de cas? Si on s'en tient uniquement à cette indication, donc des hémorragies de délivrance, donc des hémorragies qui surviennent pendant la période de l'accouchement, il faut quand même se souvenir que dans le monde, on considère à peu près que près de 140 000 patientes vont décéder encore à l'heure actuelle d'une hémorragie de délivrance. Dans un pays comme le nôtre, en France, les hémorragies de délivrance, par chance, on n'en est plus à se poser la question des décès. La prise en charge est parfaitement standardisée et on arrive à éviter ces décès, mais des fois au prix d'une chirurgie qui est relativement lourde. Et donc c'est tout l'intérêt d'avoir développé ces techniques de radiologie interventionnelle. Globalement, en France, on réalise, il y a à peu près 6 000 hémorragies de la délivrance chaque année qui nécessitent une prise en charge par radiologie interventionnelle ou par chirurgie. Et à l'heure actuelle, en 2008, une enquête récente a montré que 1200 embolisations avaient été réalisées en France. L'idéal serait que petit à petit, on arrive à modifier ce pourcentage de 1200 versus 3000 ou 4000 prises en charge chirurgicales, dont on a vu tout à l'heure dans le reportage qu'elles modifiaient la fertilité de la patiente, alors que grâce à une embolisation, on peut garder une fertilité de la patiente qui est tout à fait satisfaisante. Les hémorragies de délivrance survenant bien sûr le plus souvent chez les patientes jeunes et qui souvent ont encore des désirs de grossesse. Oui, parce que là vous êtes en train d'insister, c'est-à-dire que cette technique permet de préserver l'utérus quasi tel quel, j'allais dire. C'est exactement cela. On a la chance d'avoir maintenant des matériels d'embolisation, donc des matériels qui permettent d'occlure les vaisseaux, qui sont soit définitifs, qui réalisent une occlusion définitive du vaisseau pathologique, soit qui sont temporaires. C'est ce type de matériel, la gélatine, que nous utilisons dans les hémorragies de la délivrance. On va donc arrêter le flux pathologique dans l'artère qui saigne, en l'occurrence l'artère utérine, pendant l'hémorragie de la délivrance. Mais petit à petit, en à peu près 3 semaines, ce matériel va être complètement résorbé. On va donc retrouver une perméabilité des artères utérines qui est strictement normale, ce qui va permettre donc à ces patientes de retrouver un utérus qui est normalement vascularisé. À partir de là, si elles ont envie d'avoir encore des enfants, l'utérus et sa vascularisation seront parfaitement aptes à réaliser l'annulation. Alors on a vu dans le reportage que vous n'êtes pas seul. Qui travaille avec vous? Quels sont les métiers qui entourent en quelque sorte le radiologue lorsqu'il intervient? Comme dans la plupart des actes de radiologie interventionnelle, d'abord il y a une équipe de radiologues qui doit être parfaitement formée, et tout à l'heure je pense qu'on insistera sur le problème de la formation des radiologues, ça c'est un point essentiel. Deuxièmement, il faut évidemment une équipe de techniciens, donc de manipulateurs de radiologie qui soient formés à ces techniques. Il faut réagir vite, il faut être performant, il faut irradier le moins possible, donc tout ça, ça nécessite une collaboration efficace. Et autour de nous, on a besoin, là encore, comme pour quasiment tous les actes de radiologie interventionnelle, d'une surveillance anesthésique et de temps en temps, quand on est dans le cadre de l'urgence et quand ça saigne, de réanimateurs.
À côté de ce prérequis, on va dire, on a besoin en fonction de chaque spécialité. Dans le cas des hémorragies de délivrance, on travaille de façon avec une collaboration qui, je crois, est exemplaire en France à l'échelon national des sociétés savantes, mais aussi sur le terrain, avec nos collègues cliniciens et en l'occurrence ici avec les gynécologues obstétriciens. Alors j'ai remarqué un petit détail dans le reportage, c'est que la patiente bouge la tête à un moment. Donc est-ce que c'est une image qui a été tournée avant l'opération ou c'est tout simplement parce que l'anesthésie en fait est locale? Non, nous avons fait beaucoup de progrès, les radiologues, nos anesthésistes et nos amis anesthésistes ont fait aussi beaucoup de progrès et donc on est capable aujourd'hui non seulement de faire des sédations qui sont efficaces mais qui permettent de temps en temps d'interroger la patiente. Donc toutes nos procédures de radiologie interventionnelle, là encore il faut essayer au maximum d'être le moins invasif, donc le moins agressif possible. Beaucoup de nos procédures sont réalisées sous simple anesthésie locale, d'autres sont réalisées sous sédation et puis de temps en temps bien sûr on a besoin que notre anesthésiste réalise une anesthésie générale. Dans tous les cas, de toute façon, il faut bien garder en tête que la prise en charge de la douleur du patient ou de la patiente est aussi une préoccupation qui est constante dans tous nos esprits, non seulement pour nos radiologues, mais aussi pour nos collègues anesthésistes avec lesquels nous travaillons. Bien, Jean-Michel Bartoli, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je propose de l'applaudir.